Françoise Laborde. C'est vrai qu'il a beaucoup aussi sur cette très en retrait en tous les cas. Parfois il a pris les devants. On se rappelle très rapidement après le 7 octobre qu'il avait voulu faire une coalition, mettre à disposition d'Israël la coalition contre le terrorisme islamiste au Levant notamment. Et il s'était dit on va faire une coalition contre le Hamas. Puis ensuite après il est revenu sur des propos beaucoup plus contre l'État d'Israël. Donc lui change beaucoup d'avis dessus. Ensuite après le point qui est quand même donné, c'est que là on est sur une question de libération d'otages. Donc c'est une question de dignité humaine. Et on sait aujourd'hui que dans ce conflit-là, on a d'un côté l'Occident, incarné au Moyen-Orient par l'État d'Israël, et on a la barbarie de l'islamisme incarnée par le Hamas. Donc ensuite, la question qui est posée, c'est qu'il y a le principe de réalité. Pour la libération des otages, il y avait un principe de réalité pour le Hamas, c'était de libérer un maximum d'otages, d'abord effectivement des femmes, des enfants, etc. Et puis il y a un deuxième principe de réalité, c'était de libérer d'abord des otages binationaux, pour que justement les pays, notamment occidentaux et notamment la France par exemple, ne puissent plus faire pression sur Israël pour pouvoir négocier avec le Hamas. Là, en l'occurrence, il s'avère qu'en libérant a fortiori des otages binationaux, dont les deux Français, dont on peut effectivement se satisfaire en tant que Français, le Hamas suit ce principe de réalité. En revanche, c'est une question de dignité des droits humains et il faut que tous les otages soient libérés parce que tant qu'il y aura des otages et tant qu'il y aura le Hamas, la guerre continuera. Céline, cette communication Il est absolument là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets, me semble-t-il, pour poser le bon diagnostic sur cette situation. Il y a la question que vous avez évoquée, effectivement. Des pays, notamment du Moyen-Orient ou du Maghreb, utilisent la politique migratoire, la non-politique migratoire dans les pays européens pour avoir une immigration massive et faire pression politiquement sur des pays en prenant en otage une partie de la communauté, des communautés dites des diasporas dans nos pays aujourd'hui. C'est le cas de l'Algérie en France, c'est également le cas de la Turquie à l'égard de l'Allemagne. Ça, c'est vrai. Le deuxième sujet, et c'est là le sujet qui est essentiel, c'est qu'en fait, une partie de ces communautés aujourd'hui qui, pour la plupart, votent pour des partis de gauche, notamment pour la France insoumise, sont également pris en otage par la stratégie électorale de certains politiques, notamment de la France insoumise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans certains quartiers, et notamment quand vous regardez un sondage de l'IFOP, une partie de la jeunesse musulmane de France, plus de 50% d'entre elles considèrent que la laïcité est islamophobe. L'islamophobie, c'est un concept politique qui est utilisé par notamment les islamistes pour disqualifier toute personne qui cherche à protéger notamment notre civilisation en Occident. Lorsque vous avez une partie de la jeunesse qui pense ça ne veut pas dire que une partie de la jeunesse de confession musulmane est islamiste, c'est pas ce que je dis, mais qu'il y a effectivement une instrumentalisation par les islamistes et par certains pays. Et que vous avez des élites politiques, des responsables politiques comme la France insoumise qui par exemple expliquent qu'il faut supprimer ou abroger le délit d'apologie au terrorisme, on arrive là à un deux poids deux mesures qui est tout bonnement insupportable pour les Français. Et dès lors que vous avez aujourd'hui des gens qui se font une certaine forme de bienveillance à l'égard de ces thèses, qu'elles soient indigénistes, donc c'est-à-dire le plan de la décolonisation, et qu'elles soient également islamistes sur la question de civilisation, on court à un grave problème. Et tant qu'on ne pose pas le diagnostic sur cette situation-là, on n'arrivera jamais à trouver les bonnes réponses. Céline, son du jour, cette annonce. Qui est bon, c'est qu'en fait aujourd'hui, et c'est là où l'accord est bon, effectivement il est bon, notamment parce qu'on est tous attachés au droit à la vie et donc on veut effectivement que les otages soient libérés dans les meilleures conditions possibles. Mais il ne doit pas masquer la réalité qui est qu'aujourd'hui l'Occident s'est comporté d'une certaine lâcheté à l'égard d'Israël parce qu'on les a abandonnés d'une certaine façon face au totalitarisme islamique notamment incarné par le Hamas et que là aujourd'hui il y a certes un accord qui est bon mais cet accord-là il ne va pas résoudre la question israélo-palestinienne, il ne va même pas résoudre la question déjà de l'avenir de Gaza. La question israélo-palestinienne elle est aussi polarisée en Cisjordanie. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui la Cisjordanie est un territoire explosif avec énormément d'attentats terroristes. C'est l'année 2024 a été l'année où il y a eu le plus d'attentats en Cisjordanie. Et surtout, et c'est nous, on avait fait un rapport sur cette question pour alerter là, c'est que l'Occident doit soutenir Israël et est en train peut-être de retirer son soutien à l'Israël, alors même que Israël était en train de gagner face au Hamas. C'est-à-dire que dès lors que Israël était au plus proche de la victoire face au Hamas, de décapiter le Hamas d'une certaine façon, on retire notre ce qui se dit aussi en coulisses, c'est que les travaux devraient atterrir en mai prochain. Pourquoi ? Parce que les partenaires sociaux ont déjà travaillé sur cette réforme-là en 2023. Bon, ensuite, après, il faudra de toute façon les mettre d'accord sur un certain nombre de points. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit tout à fait. Le problème des retraites, il est assez simple, en fait, finalement. C'est un calcul mathématique, arithmétique très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cotisez 10% à peu près de votre salaire partent dans vos retraites. 10% pour le régime général. Donc ça veut dire que vous cotisez environ
un mois de retraite par année. Ensuite, du coup, vous travaillez 43 ans, donc vous cotisez 43 mois. Or, en réalité, vous passez plus d'une vingtaine d'années à la retraite. C'est-à-dire que vous avez un déséquilibre fondamental entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs. Ensuite, après, vous avez un deuxième problème en France, c'est que la France ne travaille pas suffisamment. Les Français ne travaillent pas suffisamment, malheureusement. On ne travaille pas suffisamment tout au long de la semaine et on ne travaille pas suffisamment tout au long de la vie. Et aujourd'hui, on a augmenté, en allongeant en allongeant le moment où on rentre dans la vie active avec l'enseignement supérieur, en maintenant des gens dans l'enseignement supérieur qui ne servent finalement à rien, qui ne sont pas productifs, on arrive à un déficit de fait structurel du régime des retraites. Et donc ensuite, après, la question qui se pose, c'est quels sont les choix paramétriques que vous avez à faire. Soit vous avez il n'y a que 3 choix, augmenter l'âge légal ou augmenter les annuités. C'est le seul choix aujourd'hui qui a été fait par le gouvernement. Et puis ensuite, vous avez 2 autres choix, c'est baisser les pensions. Ça, les retraités n'en veulent pas. Augmenter les cotisations. Soit vous augmentez les cotisations. Et le projet d'augmenter les cotisations, qui est le projet de la gauche, d'augmenter de 0,5 points les cotisations, est un projet délirant parce qu'on va encore une fois ralourdir le coût du travail, surenchérir les coûts et les charges pour les entreprises et donc ensuite après créer le chômage. Donc ensuite après, la gauche va nous expliquer que c'est mal, que le chômage, que la France est en situation de pauvreté parce qu'il y a beaucoup trop de chômeurs, tout en étant la cause même de ce qui produit du chômage. Ça veut dire que Mathieu, au sens rapide. économique, puisqu'on dit à chaque fois que l'industrie culturelle française est en grande souffrance, on a un modèle d'exception culturelle française et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mettre dans le pass culture, de réserver le pass culture à des œuvres, quelles qu'elles soient, dont le Puy du Fou, me semble-t-il, des œuvres qui soient françaises. Normalement, le pass culture devrait être autorisé uniquement pour financer l'industrie culturelle française et non pas que les jeunes achètent des mangas, par exemple. J'ai rien contre les mangas, d'ailleurs. Ah oui, attention, attention.